La diaspora colombienne, c'est une des principales communautés d'Amérique latine en Suisse, où l'on recense près de 5000 Colombiennes et Colombiens, principalement dans la région romande. On les associe souvent à la fête, la musique, les soirées dansantes rythmées par la cumbia, la salsa ou encore le football. Mais pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils quitté leur pays pour la Suisse ? Les années Pablo Escobar sont-elles à l'origine de toute l'histoire de l'immigration colombienne ? Grâce aux témoignages d'Anna, Esperanza, Jorge, Alan et Vanessa, on va tenter d'aller au-delà des stéréotypes pour découvrir une communauté très diversifiée. Une histoire d'immigration et de métissage qui commence dans les années 80 et 90. Des réfugiés politiques posent leurs valises en Suisse pour fuir les ravages de la guerre entre paramilitaires, guérilleros et narcotrafiquants. C'est pas avant de décider de partir, c'est pas maintenant le bon mot, c'est qu'on a été obligé de partir. Un avocat m'a dit, mais soit ils vont te tuer, soit tu pars à la guérilla, soit tu quittes le pays. D'autres sont venus travailler et étudier et trouver de meilleures conditions de vie. Des femmes, des hommes qui se sont lancés dans un exode aussi économique que politique et qui laissent derrière eux tout un métissage suisse-colombien, une nouvelle génération de binationaux, fiers de porter leur double culture. Le simple fait de parler deux langues, c'est déjà une ouverture sur le monde. Je pense que clairement, être binationaux, ça ouvre l'esprit. On va vraiment être adapté à un point tel que ça devient une autre patrie. Et ça, c'est un point qui donne beaucoup de richesse à niveau personnel et tout ça. C'est une sensation d'être un peu nomade de la culture. Originaire de Neiva, petite ville sur les rives de la rivière Magdalena dans le sud de la Colombie, Esperanza et Jorge n'ont jamais eu le projet de s'installer en Suisse. À cause des menaces de part du gouvernement et puis des forces militaires, et puis ils nous sont obligés à quitter la Colombie. On n'a jamais pensé de quitter la Colombie. Pour nous, partir, on n'a jamais pensé à ça, c'était irréalisable. Ça, on l'a vu comme une trahison. Comme trahir déjà les gens qui sont en train de se battre là-bas, et puis nous, on vit bien, on a sauvé nos vies, puis les autres, ils sont en train de crever là-bas. On vivait mal, ça. En effet, il y a des copains qui nous ont traités de traîtres. Ouais. En tout cas, les premières années, pour moi, c'était très dur l'intégration. Je refusais de m'intégrer. Malgré la guerre et l'instabilité politique qui règne dans leur pays, Esperanza poursuivait ses études en littérature à Neiva, et Jorge étudiait l'architecture à Bogota. Ils attendent leur premier enfant, alors qu'un regain de tension éclate en Colombie. On est en 1990. C'est l'apogée de la guerre avec les narcotrafiquants. Les opposants au gouvernement d'extrême droite sont assassinés. La situation politique et sécuritaire du pays est particulièrement instable. La lutte politique, c'était très fort pour une nouvelle constitution, que c'est l'actuelle constitution que dirige la Colombie. Pour expliquer le contexte, c'était le moment où ils étaient en train de tuer tout le monde de l'Union patriotique. C'est la guerre du narcotrafic, c'est toute cette histoire de Pablo Escobar de l'année 90. C'était une année assez lourde politiquement dans tout le monde, en Colombie aussi. C'est une époque très violente. Par exemple, la ville de Medellín, d'où je viens, est la ville la plus violente au monde à ce moment-là. Et probablement, cette violence n'a jamais été dépassée par une autre ville au monde, y compris par Bagdad à l'époque de la guerre d'Irak. Ça va pousser les Colombiens à fuir d'une façon importante et à commencer à venir en Suisse, en Europe, alors qu'auparavant, ils allaient surtout aux États-Unis. Medellín, quartier Pablo Escobar, du nom d'un homme qui vaut 3 milliards de dollars. La cocaïne est au cœur de la guerre. Et les États-Unis appuient le gouvernement colombien dans sa lutte contre la drogue. Pablo Escobar entre alors en clandestinité et sème la terreur par de multiples attentats. C'est la guerre entre le gouvernement colombien et le cartel de Medellín. Malgré les risques d'être tué, le couple rejoint un vaste mouvement social soutenu par le seul parti d'opposition du pays, l'Union patriotique. On avait un engagement politique dans les quartiers populaires et puis dans les communautés indiennes. On faisait plutôt de l'alphabétisation, n'est-ce pas, et puis des campagnes pour récolter des habits et puis des aliments.
et puis l'accompagnement politique de cette communauté. On faisait partie d'un mouvement populaire d'étudiants, mais malgré ça, le gouvernement il nous tachait de guerriers. Et puis ça nous a valu des menaces de mort pour part plutôt des forces paramilitaires. Non? À l'époque, les forces paramilitaires, ça faisait partie de la structure militaire des forces armées du gouvernement colombien. Les paramilitaires se sont déplacés à Neiva, mais cherchaient moi parce qu'ils disaient « Ah, maintenant, il a une femme et puis il est enceinte ». Et on est avec un grand ventre, je vais aux toilettes, et je trouve deux types qui me menacent, me disent il faut me dire où est Jorge Charri, autrement on va vous ouvrir le ventre, on va sortir ce bébé. Il m'a approché le ventre avec un grand couteau, je dis oh mon Dieu. La menace sourde, anonyme, s'étend à tous les démocrates. Les listes noires s'allongent. Un faire-part à votre nom, 2 coups de téléphone à votre enfant. Vous êtes avocat, médecin, professeur, journaliste, vous croyez aux droits de l'homme, vous êtes en danger, il vous faut partir. Et du coup, je me suis dit, il faut trouver quelque chose pour qu'il me laisse. Je me suis dit, ça c'est grave. Monsieur, mais je ne sais pas où il est, mais si vous savez où il est, dis-lui qu'il vient répondre pour mon enfant. Parce qu'il m'a mis son sang et puis il est parti, je ne sais pas où il est. Balancé contre les portes de toilette, ils sont partis. Là, je me suis effondrée. J'ai dit, il y avait des gens qui m'ont menacé. Puis les menaces, ils ont continué et continué et continué. Ils disaient, s'il ne vient pas, c'est vous qui allez payer. Aidé par Amnesty International en 1991, le couple arrive à s'échapper en Suisse pour trouver la sécurité. Traumatisés par leur départ, même à leur arrivée à Genève, ils restent convaincus qu'ils sont encore en danger. Il y avait une dame, bénévole d'Amnesty, qui est allée nous chercher à l'aéroport et puis elle nous ramenait au foyer, soi-disant un foyer, mais c'était un refuge anti-atomique, dans des caves comme ça énormes où on rentrait même les voitures. J'ai dit, là on va nous tuer. Puis là on nous a dit, ouais c'est la Suisse, mais pour nous on ne savait rien dire, on ne savait pas trop. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Et après on nous parle d'une langue qu'on ne comprenait pas. Et ensuite, c'était mi-mai, 23 mai, plein printemps, donc tout le monde sortait les motos avec casque. Nous, on se disait, c'est tous des tueurs. Parce qu'en Colombie, quand les Juifs venaient tuer, s'il y avait un casque, on voyait des motos, puis on courait, on allait chercher vite un refuge. On dit, il va nous tuer. Là, on était dans le foyer, la radio. Là, j'étais très militante. Là, il y a une affiche de Che Guevara, et puis ça, c'est Arlène avec 3 mois. Ça, c'est la première photo en Suisse. Dans les trains, je crois que c'était la première fois, on a dû venir à Lausanne. C'est notre première expérience de ski. Puis on se disait, nous on est un petit peu plus originel pour skier, on le fait sur le dos, sur les bras, pas que sur les pieds. On a commencé à monter des groupes de danse pour monter le folklore colombien. Puis c'est notre fille qu'on a déjà créé un costume de la région typique qui vient avec celui-là. Donc on essayait de copier un costume de ce type. Mais on fait à la Suisse avec les moyens qu'on avait. C'était une manière de présenter la Colombie, ces photos d'espérance, parce qu'elle a la danse dans son corps, dans les veines. Une immigration subie pour sauver sa vie. Heureusement, toutes les Colombiennes et tous les Colombiens que j'ai rencontrés ne sont pas passés par ce parcours. Beaucoup d'entre eux ont choisi de s'installer en Suisse pour une histoire d'amour, de meilleures conditions de vie ou une culture qui leur convient mieux. C'est le cas d'Anna, originaire de Cúcuta, une ville colombienne à la frontière du Venezuela. Alors qu'elle avait le projet de retourner à Bogota, elle n'est plus jamais repartie de Genève. Pendant ses études, elle y rencontre son futur mari et en même temps, elle découvre une mentalité occidentale moins patriarcale, ce qui lui permet de mieux s'épanouir en tant que femme. Je me suis sentie chez moi à Genève depuis les débuts de mon arrivée. Donc c'était vraiment une belle découverte, oui. Et ici, j'ai retrouvé un homme qui était plus ou moins dans la même dynamique que moi. Donc il n'avait pas absolument besoin fondamental d'avoir d'enfants et j'ai toute ma liberté d'être qui je suis. En Colombie, j'étais presque sûre que je n'allais pas me marier. Parce qu'à mon époque, c'est une société quand même qui est machiste. C'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui doit être d'accord. Moi, je n'étais pas très enthousiaste pour avoir des enfants. Donc, je ne pense pas que j'aurais trouvé un homme qui ne voulait pas avoir d'enfants en Colombie. Il y a quand même beaucoup de pression de la famille, de la culture. Déjà, même ici, j'ai dû quand même expliquer pourquoi je n'allais pas avoir d'enfants. C'était une déception pour tout le monde. Alors, si j'avais été en Colombie, je ne pense pas que j'aurais pu même les concevoir. Ça aurait été un problème, un vrai problème.
Je ne correspond pas au modèle qu'on pourrait se faire d'une Colombienne parce que je suis plutôt discrète, je suis plutôt réservée, je ne suis pas la personne la plus expansive du monde. Je n'écoute pas la musique à fond, la salsa toute la journée. Je suis toujours à l'heure, je suis toujours ponctuelle, organisée. La paix et le silence qu'il y avait ici m'ont beaucoup interpellée parce que je me suis dit, ah ben ça c'est un niveau de vie que je voudrais avoir pour moi. Je trouvais que c'était un paradis. Donc, Un paradis suisse qui contraste nettement avec la situation économique et sécuritaire en Colombie, un pays embourbé dans une guerre violente et qui propose peu d'emplois réglementés ou protégés par l'État. L'économie colombienne, à l'époque et aujourd'hui aussi, reste fortement informelle. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des emplois qui ne sont pas formalisés, qui ne payent pas d'impôts, etc. Et du coup, ils cherchent, ils se débrouillent là-bas et à l'étranger. Il y a toute une population qui n'a pas de statut légal en Suisse. Les femmes, elles font du travail domestique, elles s'occupent des enfants, des personnes âgées. Et les hommes, qui trouvent plus difficilement un boulot, vont travailler dans la construction, des choses comme ça. Pour la plupart des Colombiennes et des Colombiens, d'autres épreuves ont marqué leur début en Suisse. L'apprentissage de la langue et les stéréotypes racistes. C'est l'histoire de la mère d'Alan, étudiant métisse né à Berne qui a grandi à Genève, et celle de Vanessa, étudiante suisse-colombienne originaire du Tessin. C'était juste dans ces années 90, il y avait on peut dire un Eldorado de l'Europe. Et donc elle avait un peu la responsabilité d'aider la famille, voir s'il y avait des opportunités. Donc c'était plutôt pour des raisons économiques, on peut dire. Pour ma mère, c'était vraiment, je crois, les premières 10 années, c'était beaucoup plus, soit par exemple le fait qu'elle ne parlait pas l'italien, donc il y avait encore toujours soit des mots ou un accent assez fort espagnol. Elle est venue en Europe surtout pour suivre mon père et aussi, mine de rien, pour nous donner une meilleure qualité de vie. C'est quand même un endroit plus safe pour élever des enfants. Elle ne parlait évidemment pas la langue, elle est d'abord arrivée à Berne, donc elle a dû apprendre le suisse-allemand. Elle est arrivée dans un milieu très différent de tout ce qu'elle connaissait jusqu'alors, donc je sais que ça n'a pas été facile évidemment. Il y avait beaucoup plus d'ignorance et en plus on sortait des années Pablo Escobar. Et du coup, ma mère qui porte en plus le même nom de famille, elle a beaucoup souffert de ça. Ton nom de famille Escobar, est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire parce que tu ne l'as pas toujours porté? Quand j'ai eu à peu près 19 ans, j'ai voulu le rajouter sur mes papiers, un peu comme une revendication. Et en plus, ça a vraiment été le combat de ma mère, ce nom de famille. Elle a subi tant de remarques, tout le temps chargée de beaucoup d'ignorance. Les gens ne se rendent pas compte en fait. En plus, elle les a vécues les années Pablo Escobar. Donc, chaque fois, ça a réveillé des souvenirs un peu douloureux, de peur, d'angoisse. Et du coup, moi, le prendre, c'était un peu pour, je sais pas, un statement un peu, j'imagine. J'ai vécu évidemment des stéréotypes. Je pense moins que d'autres personnes, je pense typiquement à ma mère ou aux femmes en général, qui sont beaucoup plus... Il y a le côté exotisme qui peut être un peu très lourd à porter. Elle a vécu vraiment beaucoup de discrimination, d'être reliée en tant que femme aussi beaucoup plus au phénomène de la prostitution, mais aussi le fait que les femmes latino-américaines viennent en Europe juste que pour trouver un mari et après rester ici, après avoir les documents et après voilà, est parti. Et donc il a toujours eu cet stéréotype. Je parlais de ça avec ma mère, elle me disait écoute, je crois que c'est mieux si tu ne dis pas que tu as d'origine colombienne. Et après j'ai remarqué que j'étais toujours associée un peu à la femme américo-latine qui est facile, un peu comme ça, au gymnase et tout ça. Tu te dis mais j'ai vraiment envie de partir parce qu'ici il y a des stéréotypes, des idées que je ne comprends pas. Pour poursuivre ses études, Vanessa décide de s'installer à Lausanne à l'âge de 18 ans. L'occasion pour elle de profiter de la mixité culturelle et de l'ouverture d'esprit propre aux grandes villes.
expérience était complètement différente. Les gens vont vraiment s'intéresser à moi ou par exemple à mes origines, à dire « Ah mais oui, mais vous en Colombie, vous avez la musique, c'est très important ». Et là, c'est un commentaire que j'ai jamais entendu en Tessin, par exemple. Et là, j'ai dit « Waouh, c'est incroyable, c'est toujours la Suisse ». Je crois que le Tessin, c'était représenter la Suisse, alors que non. Au Tessin, tu as eu que des remarques du genre… Négatives, c'était toujours des stéréotypes comme Narcos, Pablo Escobar, ou soit la drogue et tout ça. Et alors qu'ici, c'était toujours différent. C'est vraiment, il avait beaucoup plus intérêt sur la culture en soi. Des conditions suisses. Ah, je suis colombienne. Ah, la coque. Il dit non, on a d'autres choses. Ah, mais vous êtes colombienne. Ah, Pablo Escobar. Non, c'est pas que ça. Donc je disais, il faut qu'on lutte un peu contre ça aussi. Des difficultés d'intégration qui poussent le couple à fonder Colombia Vive, une association basée à Lausanne, où des bénévoles comme Vanessa viennent donner un coup de main pour organiser des rencontres et des événements au sein de la diaspora colombienne. Dit non, on va créer une association qui est pour l'intégration, pour montrer notre culture, pour se battre contre tous ces stigmes et clichés qu'on a les Colombiens. Et puis on a appris beaucoup le savoir-faire de la Suisse, l'attention de l'organisation et puis la qualité. Ce collectif, fondé en 2001, permet à la communauté de se retrouver dans un échange culturel, social et artistique. Chaque été, l'Esplanade de Montbenon danse au rythme de leur festival, le temps d'un week-end. L'occasion de célébrer la fête nationale colombienne qui commémore chaque 20 juillet la déclaration d'indépendance du pays. Toute la soirée, les concerts, les spectacles s'enchaînent et les festivaliers animent la piste de danse et se déhanchent sur un mix de cumbia, de salsa ou de reggaeton. Ou ça donne au jeu de la grenouille ou au Juego del Sapo, un jeu de précision très pratiqué en Colombie. Bijoux, poteries, vêtements, l'artisanat typique colombien est à l'honneur, alors que de nombreux stands proposent des plats traditionnels, comme les fameuses empanadas, les lechonas à base de cochon de lait, ou encore les anticuchos, ces brochettes de bœuf marinées très appréciées par les Colombiens. Retrouver sa communauté, un besoin essentiel pour une bonne partie de la diaspora colombienne en Suisse. Des rencontres avec ses origines indispensables, d'autant plus quand le métissage rend la construction identitaire un peu plus complexe, au point d'oublier sa langue maternelle après un long voyage en Colombie. Comme enfant, je me suis sentie vraiment libre, de mon liberté qu'il n'y avait pas en Tessin. Et après, quand je suis rentrée en Suisse, là, je ne voulais pas parler italien. Je faisais vraiment des mix entre l'espagnol et l'italien. Et donc, l'école, mes camarades, les enseignants et tout ça, ils m'ont vraiment pris comme un étranger. Mais parfois, c'est difficile, parce que comme j'ai dit avant, ce sont toujours un peu nomades. C'est-à-dire qu'on n'a jamais en vraie maison culturelle. C'était en 2021, après le Covid, je suis parti pour la première fois. Enfin, comme je dis, chaque année, on allait 1 mois, 5 semaines en Colombie. Mais là, je suis allé un peu seul et j'y suis resté du coup 7 mois. Et en fait, ça a permis de me faire un groupe de potes là-bas, rencontrer des gens. Et c'est là justement où au début, j'avais un peu de la difficulté à me présenter comme Colombien. Enfin, j'étais là, ils vont me poser la question, t'es Colombien? Oui, mais... Enfin, la question qu'on me pose ici à l'inverse. Et c'est justement ces gens qui m'ont accepté, qui m'ont dit non mais, enfin, évidemment que t'es Colombien, qui a permis d'être un peu plus apaisé avec la question de l'identité comme ça. Des témoignages comme cela, j'en connais beaucoup. On est en plein dans cette communication, c'est aller-retour entre les pays d'origine et les pays d'accueil qui, en fait, je ne parle plus dans ces termes, c'est mes 2 pays. Et j'ai l'impression que pour mes enfants, c'est aussi leurs 2 pays. Et c'est le cas pour beaucoup d'enfants colombo-suisses. Et ils peuvent développer, ils le font d'ailleurs, des attaches avec les 2 pays, avec les 2 cultures, avec les 2 langues. Moi, je supporte la Suisse dans des matchs sportifs, par exemple. Et puis, j'ai des enfants qui sont moitié suisses, moitié colombiens, et puis qui sont entre les 2 identités d'une manière, je dirais, assez équivalente. Chaque métis que je rencontre, il a une éducation différente. Il a eu l'opportunité ou pas
de retourner au pays, de parler la langue. Enfin, c'est très individuel comme approche. Et c'est pour ça qu'il y a autant de rapports à ses origines qu'il y a d'individus. J'ai quand même grandi ici, je suis attaché à plein de choses. Et il y a aussi une qualité de vie qu'on a ici. Enfin, je sais pas si c'est un aspect de la culture, mais l'été à Genève, pour moi, c'est incroyable. Et je trouve qu'à Genève, on a vraiment une riche diversité. La plupart des gens sont binationaux, ou en tout cas ont deux cultures. Et c'est peut-être le point commun qu'on a tous entre nous, c'est qu'on a tous une autre culture derrière. Du coup, ça permet d'échanger, de s'ouvrir un peu aux autres. Une diaspora aux multiples visages, mais un point commun invariable les rassemble tous, la volonté de voyager en Colombie et redécouvrir un pays qui a énormément changé depuis les années 80. Le tourisme est beaucoup plus développé aujourd'hui et je vois des photos où je dis mais c'est merveilleux et je me rends compte que je ne connais pas du tout mon pays. Donc ça c'est une chose que j'aimerais faire, de prendre le temps pour redécouvrir la Colombie. J'ai la chance avec le master que je fais ici à l'UNIJ de pouvoir partir en Erasmus. Donc j'ai prévu de faire 6 mois à Bogota avec l'université de Los Andes. Une autre opportunité pour moi d'être plus proche de ma famille et de continuer à avoir l'éducation de haut niveau. L'idée, c'est d'aller là-bas soit pour quelques mois ou une année, comme ça, mais juste pour vraiment vivre la réalité. J'ai jamais vécu la Colombie actuellement, donc je verrai, voilà, c'est ça. Pour les réfugiés politiques, les retours sont encore prudents à cause des menaces persistantes. Mais malgré tout, l'attachement à la Suisse reste intact, même chez ceux qui n'ont jamais choisi de quitter leur pays natal. Je me suis engagée politiquement aussi en Suisse. Donc ça fait que pour moi, je me sens plus moitié-moitié. Il y a des moments où je me suis vraiment centrée, que j'oublie les problèmes en Colombie, où je ne m'occupe pas du tout des problèmes en Colombie, parce que je suis ici et je suis élue par un parti qui lutte pour les droits et pour le bien-être des citoyens ici. Donc je suis très engagée plutôt de ces côtés, du côté suisse. Mais ça me fait une vision un peu différente. Je passais plus la moitié de ma vie en Suisse déjà. Donc, dans ces beaux quartiers, le centre qui nous accueille, on a vécu 25 ans quand même. 4 photos qui ont marqué, disons, qui fait partie de notre processus d'intégration, c'est le diplôme d'animatrice socioculturelle d'Espéranza. Et puis là, c'est le jour de l'armée, le jour qui a reçu le serment de Mathias de mon armée suisse l'année passée. Puis voilà, ces photos, ça finit le processus d'intégration à nous. Esperanza et Jorge poursuivent leur activisme social et leur engagement politique de la Colombie à Lausanne. Une façon de passer le relais, disent-ils, et de remercier la Suisse, ce pays qui leur a sauvé la vie. J'ai beaucoup de reconnaissance pour la Suisse parce que ce pays nous a protégés, ce pays nous a donné des opportunités. Mes enfants, ils sont éduqués ici, ils ont eu l'opportunité de faire le collège, l'université. L'année passée, mon fils il a fait l'armée. Quand j'ai vu mon fils, je suis militaire et puis au début j'avais un petit peu de la peine, mais là je suis fier, je dis voilà, c'est ça, ce pays le mérite, quoi. Puis je vois mes enfants et puis je vois vraiment la grâce de la Suisse.